Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 26 mars. Merci beaucoup à Ellie et à Eponine pour votre abonnement. Ça fait très plaisir. Eponine, c'est le 10e mois de suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Salut du coup. Attendez, parce que là j'ai le train de la hype. Bon, incroyable, j'ai un train de la hype, c'est fou. Salut à Eponine, salut Madame Adadandan, salut Sab Devo, salut. Donc on était sur la méthode d'examen mental sur la sphère de la loi selon l'ornementation fleurie, donc qui a été traduit ici par Frédéric Girard, qui est un texte de l'école du coup de l'Avatamsaka, Huayan ou Kegon en japonais, je ne sais toujours pas le dire en chinois. Voilà. Et donc oui, je précise pour ceux qui regarderont le replay sur YouTube, hein, voilà, je ne peux pas filmer le livre du dessus comme je fais d'habitude parce que j'ai un bug de la caméra du dessus. Donc voilà, je vais devoir le lire à l'ancienne. Tant pis, on va faire ça comme ça. Donc, on en était sur une discussion classique de la vacuité. On avait déjà fait 2 sessions, là c'est la troisième. Dans, la partie dans laquelle on en est, le terme vacuité a été tout simplement remplacé par le terme principe. Donc quand vous entendrez parler du principe, eh bien, on parle ici en réalité de la vacuité. Voilà, principe égale vacuité dans ce livre-là. Et donc on était en train de discuter du lien entre ce qu'on appelle le principe, donc la vacuité, et ce qu'on va appeler les phénomènes. Donc on a principe et phénomène. Les phénomènes, ce sont globalement ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, ce qu'on perçoit comme étant des éléments qui ont une sorte d'identité propre, qui est séparée, une sorte d'essence propre, hein, qui nous apparaissent comme étant séparés les uns des autres, voilà, bien définis, hein. Par exemple, si je prends cette tasse, elle est effectivement bien définie, elle m'apparaît comme étant bien séparée de moi, comme ayant vraiment une existence et une essence propre. Ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes. Le principe, la vacuité, en fait, c'est de se rendre compte que quand on regarde un élément comme ça qui paraît séparé, qui paraît avoir une essence propre, eh bien, en réalité, il ne dispose pas d'une essence propre, qu'il est entièrement connecté à une infinité de causes et de conditions qui ont amené à son existence temporaire et en lien avec tout le reste. Donc, par exemple, hein, si je prends cette tasse, pour garder le même exemple, hein, cette tasse, pour qu'elle puisse être présente actuellement dans ma main, il a fallu toute une infinité de causes et de conditions. Il a fallu qu'il y ait de la matière pour la fabriquer, il a fallu qu'il y ait un four, il a fallu de la matière pour fabriquer le four, il a fallu qu'il y ait une potière pour la faire, il a fallu que la potière ait des parents, il a fallu que moi je sois présent également à ce moment-là, etc., etc. Pour ça, il a fallu qu'il y ait la planète Terre, et voilà. Et vous pouvez remonter comme ça sur une infinité de causes et de conditions. Le but de ce principe, justement, donc ce principe de la vacuité, c'est de se rendre compte en fait que cette tasse est en fait dans vraiment au niveau absolu, n'est pas duel et dans une absence de elle est dans une absence de dualité par rapport au reste de l'univers. Donc elle n'est pas séparée, elle n'existe pas dans une espèce de vacuum, indépendant des causes et des conditions et où elle serait là pour l'éternité avec son beau visage. En réalité, elle est impermanente et connectée à l'entièreté du reste des choses. Ce qui nous permet d'une certaine façon de nous détacher des caractéristiques de cette tasse en se disant effectivement elle m'apparaît telle quelle à l'instant, mais non seulement ceci est impermanent, mais c'est également la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui ont permis cette existence-là. Voilà. Donc c'est là où on en était. Et donc pour le principe, on allait analyser dans le chapitre sur lequel qu'on avait commencé à étudier la semaine dernière, le principe de la vacuité et le principe et les phénomènes. On allait étudier le principe et les phénomènes suivant 10 angles différents. Donc le premier, c'était la coextension du principe au phénomène, c'est-à-dire le fait que la vacuité est en réalité la base sur laquelle repose l'entièreté des phénomènes, hein, l'infinité des causes et des conditions qui vont amener à l'existence chacun des phénomènes. Ensuite, on en était à la coextension du principe, à l'extension pardon, des phénomènes au principe, c'est-à-dire cette vision du fait que la tasse en elle-même contient l'entièreté des causes et des conditions qui ont permis de la créer, en fait, donc cette infinité de causes et de conditions. Ça, c'est du coup l'extension des phénomènes au principe, arriver à voir la vacuité à travers les phénomènes. Et donc, il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées à ce sujet-là. Et donc, la question là sur laquelle on arrivait, hein, je vais juste regarder si des fois ma caméra du dessus a bien décidé de remarcher, mais non. La réponse est absolument non. Voilà. Attendez, je retente une fois quand même. Je retente une fois, voir si ce serait possible.
Ah, parce qu'en fait, c'est quand je la désactive, je pense que ça désactive le port USB. Donc c'est pas grave, on va le faire sans, comme je disais, hein, tant pis, ce sera exceptionnel et puis j'essaierai de résoudre le problème pour la fois d'après. Donc, la question était, lorsque la nature du principe illimité est intégralement présente dans un atome, se trouve-t-elle ou non également dans les autres phénomènes en dehors de cet atome? Si le principe se trouve à l'extérieur de l'atome, c'est qu'il n'y est pas dans son intégrité. Mais si le principe n'est pas à l'extérieur de l'atome, il ne peut tel qu'elle être présent dans tous les autres phénomènes. Vos thèses ne sont pas compatibles entre elles. Donc la question c'est de savoir, est-ce que du coup quand j'applique le principe de la vacuité, alors par exemple, lui il prend l'exemple d'un atome, mais pour simplifier on va prendre cette tasse, est-ce que quand j'applique le principe de la vacuité à cette tasse, et on dit que l'entièreté du principe de la vacuité est présente, donc l'entièreté des causes et des conditions est présente dans cette tasse-là, est-ce que du coup on va accepter également le fait que, par exemple, le principe de vacuité s'applique également en même temps à mon livre? Et donc la question c'est comment est-ce que le principe de vacuité pourrait être présent dans ces 2 éléments en même temps? Là, je vous prends des objets plus gros, c'est plus facile à comprendre. Eux, ils vont pousser l'analyse jusque au niveau de l'atome. Mais simplifions, comment est-ce que le principe de vacuité pourrait être présent à la fois dans la tasse et à la fois à l'extérieur de la tasse, par exemple, dans le livre? C'est ça la question. La réponse qui est apportée ici est la suivante. Étant donné que la nature du principe, qui est une, fusionne avec tous les phénomènes, et que les phénomènes qui sont multiples ne se font pas mutuellement obstruction, il s'ensuit que la nature du principe est en mesure de résider intégralement à l'intérieur d'un atome, tout en se trouvant entièrement à l'extérieur de lui, sans qu'il y ait ni obstacle ni obstruction. Afin d'établir ce point, nous poserons que pour chaque point de vue respectivement, celui du principe, celui des phénomènes, 4 propositions. Donc il va essayer de définir 4 propositions pour essayer de mieux comprendre ce qu'il veut dire par là. Tout d'abord, 4 propositions du point de vue du principe. Lorsque la nature du principe, donc de la vacuité, réside de tout son être au sein de tous les phénomènes, cela ne l'empêche pas, pour autant, de résider de tout son être dans un atome. Aussi bien, résider à l'extérieur d'un atome revient-il à résider à à l'intérieur de celui-ci. À l'extérieur d'un atome revient donc à résider à l'intérieur de celui-ci. Donc cette idée que, en fait, ce principe de vacuité existe au sein de tous les phénomènes. Il n'y a aucune différence entre cette tasse et ce livre. Il ne faut pas traiter en fait ce principe de vacuité comme étant une sorte d'objet ou une sorte d'élément avec une physicalité et une essence. Le principe de la vacuité, en fait, c'est un, on va dire, un outil d'analyse. C'est un outil d'analyse, c'est un outil de régression d'un objet à l'entièreté des causes et des conditions qui ont amené à sa création, tout en sachant très bien qu'en tant qu'être humain, eh bien, on ne peut pas saisir l'entièreté des causes et des conditions qui amènent à la création d'un objet. Si je prends quelque chose d'aussi simple que ce marque-page, si je voulais arriver à définir l'infinité des causes et des conditions qui ont permis à ce marque-page d'arriver à l'existence et d'être tenu actuellement dans ma main devant un stream, vous vous rendez bien compte que, au final, mon esprit humain serait entièrement incapable de saisir cela. Ce serait complètement impossible pour lui. À un moment, ça va me dépasser. Et c'est pour ça qu'en fait, ce principe de vacuité, heu, c'est un outil d'analyse au point de vue intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut globalement comprendre la logique qu'il y a derrière, mais on ne peut concrètement le réaliser que à travers la méditation, en fait. Parce qu'à un moment, on arrive à quelque chose de tellement important et tellement grand qu'en fait, la seule solution qui reste, eh bien, c'est le lâcher prise par rapport à ça. Ouais, et on peut pas faire vraiment autrement. Et je voyais madame Adadandan qui disait: «Est-ce que la notion de wabi-sabi se rapporte à la vacuité?» Heu et Éponine qui répondait: «Le wabi-sabi découle du zen, donc oui, c'est en lien avec la vacuité, mais l'esthétique du wabi-sabi se rapporte plus à l'impermanence d'écoutant de la vacuité et l'imperfection des phénomènes conditionnés soumis au temps». C'est ça, c'est ça. Il y a cette esthétique aussi très effectivement, le côté très simple des choses, savoir voir la beauté dans des objets, très simples, dans les imperfections notamment. Et c'est vrai que c'est on peut y voir un certain lien dans le sens où, cette idée que du coup tous les phénomènes, peu importe leur niveau de perfection, eh bien, sont d'une certaine façon liés à l'entièreté du reste de l'univers. Du coup, même quelque chose d'imparfait, au final, a d'une certaine façon, un certain niveau de perfection grâce à ça, aussi. En tout cas, une certaine valeur grâce à ça aussi. Voilà.
Donc le point 2, il disait: «La nature du principe de la vacuité donc réside dans la totalité de son être au sein d'un atome. Cela ne n'empêche pas pour autant de résider dans la totalité de son être au sein des autres phénomènes. Aussi bien résider à l'intérieur d'un atome s'accorde-t-il avec le fait de se trouver à l'extérieur de celui-ci?» Ce qui est assez logique. Le principe qui est nature de non-dualité, résidant entièrement dans tous les phénomènes, il réside à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci. En fait, là-dessus, c'est assez logique. Il faut vraiment essayer de comprendre la vacuité comme étant, à nouveau, pas quelque chose de physique, en fait. C'est vraiment juste une analyse et effectivement, il y a aucune c'est pas parce qu'il y a une tasse ici et un livre ici que les 2 ne peuvent pas comprendre dans leur entièreté une infinité de causes et de conditions et il est possible qu'à un moment, certaines de ces causes et de ces conditions d'ailleurs, il est même logique qu'à un moment, en fait, certaines de ces causes et de ces conditions-là, eh bien, finissent par se regrouper, en fait. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment, il y a un embranchement qui fait qu'il y a une tasse et il y a un livre. Voilà. Mais effectivement, à un moment, toutes ces causes et ces conditions vont finir par se regrouper et devenir les mêmes. Heu, Tout simplement parce qu'à un moment, il va bien falloir, en remontant la chaîne de causes et de conditions, qu'il y ait une planète Terre, qu'il y ait un soleil et cetera et que voilà, qu'il y ait un Greg qui tient les 2, par exemple, ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il aborde un quatrième point qui est, le principe qui est nature de non-dualité étant différent de tous les phénomènes, il se trouve ni à l'intérieur ni à l'extérieur de celui-ci. C'est toujours le point qui est intéressant par rapport à cette notion de vacuité, c'est on va vous dire effectivement la vacuité est entièrement présente dans cette tasse, elle est entièrement présente dans ce livre sans qu'il y ait une bloquance entre les 2. Mais en fait, eh bien, elle n'est ni vraiment ce livre, ni vraiment cette tasse. Parce que il faut quand même se rappeler qu'à un moment, malgré toute cette, logique de la vacuité, eh bien, il y a une tasse. Il y a une tasse physique et il y a un livre physique. Et que quand on regarde le monde à travers l'existence de ce livre et de cette tasse, le principe de vacuité, on en reparlera plus tard, le principe de vacuité, d'une certaine façon, est, caché par la physicalité des choses, par les phénomènes, réels. Si je reg Et ce qui est d'ailleurs la vision du monde qu'on a globalement, tout le temps, en fait. On voit des éléments séparés les uns des autres et on ne voit pas l'entièreté des causes et des conditions qui, en réalité, les connectent les unes aux autres et donc d'une certaine façon, la vacuité est cachée. Donc la tasse reste la tasse, le livre reste le livre et pourtant, la tasse comme le livre contiennent l'entièreté de la vacuité. Et Éponine qui disait: «La vacuité est le principe au sens philosophique». La traduction est, très juste, je trouve. Effectivement. Effectivement, ouais, j'aime bien le terme de principe parce qu'en fait, c'est le principe sur lequel repose la chose, c'est-à-dire le principe qui amène cette tasse à l'existence, en fait. Quelles sont l'infinité des causes et des conditions qui amènent cette tasse à l'existence et donc cette tasse, quand elle a cette existence impermanente, eh bien, elle a cette existence impermanente sur la base de ce principe qu'est effectivement la vacuité, cette infinité de causes et de, conditions. Voilà. Et donc ce qu'il disait, les 3 premières propositions établissent que la nature du principe n'est pas différente de toutes les entités et la quatrième qu'elle n'est pas identique à ceux-ci. Donc ça, c'est vraiment le point qu'on discute depuis le début, hein. C'est toujours de dire, il y a les phénomènes, donc la tasse par exemple, il y a le principe qui est la vacuité. Les phénomènes contiennent la vacuité sert de base au principe et pourtant, d'une certaine façon, eh bien, il y a quand même les phénomènes d'un côté et il y a la vacuité de l'autre. C'est très difficile d'arriver à voir les 2 en même temps et en général, notre esprit est focalisé ou sur l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire qu'on va soit voir vraiment la tasse en tant qu'élément physique, ce qui va nous cacher d'une certaine façon le principe de la vacuité, ce qui est notre mode de vision et de compréhension du monde classique et normal en tant qu'être humain. Ou alors, on va faire ce travail sur la vacuité et donc partir de la tasse et essayer de travailler sur l'infinité des causes et des conditions, que ce soit d'un point de vue purement intellectuel ou dans le cadre d'une méditation dans laquelle on va essayer de lâcher prise sur les, caractéristiques de la tasse qui nous paraissent être des caractéristiques essentielles au sens d'essence, de la tasse. Et dans ces cas-là, on va voir la vacuité, mais on va avoir du coup tendance à perdre la tasse dans cette, recherche. Et donc c'est souvent soit on voit l'un, soit on voit l'autre et arriver à concilier les 2, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Voilà et donc il dit: «C'est précisément parce que cette nature du principe n'est ni identique ni différente des phénomènes qu'intérieur et extérieur ne se font pas obstruction». Et ensuite il va analyser la même chose selon le point de vue,
le point de vue des phénomènes. Donc, et puis après, je prendrai les questions de Madame Anadandan. C'est à peu près la même idée, hein. Lorsqu'un atome s'étend entièrement au principe, c'est-à-dire quand on part d'un atome et qu'on fait, ou qu'on part de la tasse, hein, pour que ce soit plus clair, et qu'on fait cette régression à l'infini, rien n'empêche toutes les autres entités phénoménales de s'étendre à leur tour à la vacuité. Donc, si je fais ce travail sur la tasse, rien n'empêche de faire le même travail sur le livre. Quand je dis faire le travail, je le dis de le faire d'un point de vue vraiment purement intellectuel, mais effectivement, rien n'empêche la tasse de s'étendre à la vacuité de la même façon que rien n'empêche le livre de s'étendre à la vacuité. C'est pas parce que c'est deux objets que un devrait avoir la préséance par rapport à la vacuité et dire bah, cette tasse, eh bien, je peux l'étendre à la vacuité, mais si je fais ce travail, je ne peux pas faire la même chose pour le livre. Bah si, et ça marche pareil pour exactement tout autre phénomène. Aussi bien pour ce phénomène résider à l'intérieur du principe s'accorde-t-il avec le fait de se trouver à l'extérieur de celui-ci. Lorsque toutes les entités phénoménales s'étendent chacune à la nature du principe, donc quand on fait ce travail sur chaque élément physique et qu'on l'étend au principe, cela ne pêche pas à un atome de s'étendre entièrement à celle-ci. Aussi bien pour cet atome résider à l'extérieur du principe s'accorde-t-il avec le fait de résider à l'intérieur de celui-ci. C'est-à-dire qu'effectivement, si je fais cette analyse pour la tasse, eh bien, quand je fais cette analyse pour la tasse, le livre peut me paraître à l'extérieur de la vacuité parce que je suis concentré sur ça, mais en réalité, aucun des deux n'est réellement à l'extérieur de la vacuité. Étant donné que toutes les entités phénoménales s'étendent simultanément au principe, elles résident à la fois entièrement à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci, sans qu'il y ait obstruction. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, pour chaque élément, on peut dire il y a la tasse se base sur le principe de la vacuité, mais d'une certaine façon, elle est aussi extérieure à la vacuité, puisque je la perçois comme étant un objet physique. Donc elle a toujours ce rapport de la vacuité, mais aussi en dehors d'une certaine façon de la vacuité. Ce sont en fait tout simplement deux façons différentes de voir la même réalité. Étant donné que toutes les entités phénoménales ne portent pas atteinte à leur statut originel respectif, elles se font vis-à-vis les unes des autres, elles se font vis-à-vis les unes des autres sans résider ni à l'intérieur ni à l'extérieur, les unes les autres du principe. C'est-à-dire, bah, c'est toujours la même idée en fait, hein, le fait que malgré le fait qu'on analyse la vacuité, hein, ce que je disais, cette tasse reste une tasse. Voilà. Faut toujours garder en tête, et parce que c'est ça qui est important malgré tout, hein, c'est justement d'éviter, avec ce principe de vacuité, de entièrement décomposer les choses. C'est-à-dire se dire, du coup, en fait, effectivement, cette tasse n'a pas d'essence, dans le sens où les caractéristiques que je lui donne actuellement ne sont que la résultante d'une infinité de causes et de conditions. Mais il ne faut pas oublier à un moment, quand on a fait cette étude-là, de remonter jusqu'à la tasse et de quand même garder en tête que cette tasse a une existence. Elle n'a pas d'essence, mais elle a une existence. Elle existe physiquement, elle est là, elle est présente, je l'ai dans ma main. C'est juste qu'elle n'a pas d'essence, elle n'a pas de caractéristiques essentielles, c'est-à-dire de sorte de noyau dur de tasse qui ferait qu'elle existerait pour l'éternité indépendamment des causes et des conditions. Cette tasse va se casser, va être détruite. Moi, je la vois comme une tasse, mais plein d'autres, des gens pourraient la voir comme autre chose, pourraient dire d'ailleurs ce n'est pas une tasse, c'est un mug, ou je ne sais quoi. Euh, voilà, l'un n'empêche pas, n'empêche pas l'autre en fait. Ça reste une tasse à un moment. Il faut revenir à la, entre guillemets, la réalité tangible qui est que c'est une tasse. Mais le travail sur la vacuité a permis de comprendre mieux ce qu'est cette tasse-là. Que ce n'est pas juste effectivement un objet indépendant du reste. Et donc, regardez un peu les questions de Madame Adadandan, hein, d'où part la vacuité, le nom physique aboutissant sur le physique. Et Éponine qui répondait, la vacuité n'a pas de position spatio-temporelle. Elle ne part pas de quelque part puisqu'elle n'est pas un phénomène, mais un principe s'appliquant au phénomène. À partir du moment où l'on pose une question sur la vacuité comme s'il s'agissait d'un objet ou d'un phénomène et non d'un principe, effectivement, alors c'est un non-sens. C'est là la difficulté de la vacuité, c'est un principe au sens philosophique, pas un élément physique comme le sont la lumière, la thermodynamique. Exactement, exactement. En fait, faut pas. C'est tout à fait juste, hein, ce que dit Éponine, et c'est vrai que c'est pour ça que le terme principe est intéressant. C'est ça. En fait, il ne faut pas essayer de comprendre la vacuité comme ayant une existence. Ce serait un non-sens en fait. La vacuité n'est pas une existence, n'a pas une existence en soi. La vacuité n'a pas une essence non plus. La vacuité est tout simplement un concept ou un principe, mais on pourrait appliquer aussi le terme de concept au sens philosophique du terme. C'est un concept. C'est un concept pour analyser les choses. C'est un outil d'analyse. La vacuité est purement et simplement un outil d'analyse qui est de dire cette
cette tasse est décomposable sur une infinité de causes et de conditions et donc qu'elle n'est pas séparée d'une infinité de causes et de conditions qui l'ont amenée à l'existence, malgré le fait que quand je la vois, eh bien, j'ai l'impression que c'est un objet séparé du reste. C'est ça le concept de vacuité. Donc faut pas essayer de comprendre la vacuité comme étant quelque chose de tangible ou, comme étant un c'est ce que c'est voilà, c'est ça, comme dit Epony, une position spatio-temporelle qui ferait, par exemple, avant c'est la vacuité, après c'est plus la vacuité ou, un événement a mis en place le début de la vacuité. C'est pas ça, en fait. C'est juste pas ça, la vacuité, en fait. Je pense que c'est ça aussi avec, Madame Anna qui te pose un problème, au niveau de la compréhension de la vacuité, c'est qu'en fait, tu essayes de la comprendre comme étant quelque chose, en fait. Comme étant quelque chose, comme étant un phénomène, alors qu'en fait, c'est un concept philosophique, ce n'est pas un phénomène. C'est un outil d'analyse, c'est un outil de décomposition qui permet de comprendre d'une façon plus claire la réalité des choses. Mais à partir du moment, et d'ailleurs c'est toujours le point sur lequel les philosophes bouddhistes ont insisté, hein, à partir du moment où tu essayes de d'essentialiser la vacuité, comme en disant bah, la vacuité c'est quelque chose, à ce moment-là, ce n'est déjà plus la vacuité en fait. Parce que tu as créé quelque chose à partir de la vacuité. Tu lui as donné une sorte d'essence que le concept de vacuité n'a pas à la base, en fait. Ça peut paraître un peu bizarre et un peu abstrait, mais il faut essayer de le comprendre sous cet angle-là, en fait. Et c'est là aussi, et c'est d'ailleurs pour cette raison que du coup, dans la discussion qu'on avait par rapport à l'extension des phénomènes au principe, et surtout le fait que du coup, il n'y a pas de bloquance entre le fait d'appliquer la vacuité à ma tasse et à mon livre, c'est tout simplement parce qu'en fait, la vacuité n'est pas un phénomène. La vacuité n'est pas quelque chose de tangible, n'est pas quelque chose qui se déploie dans l'espace-temps, c'est un outil d'analyse. Et je peux appliquer cet outil d'analyse aussi bien à ma tasse qu'à mon livre sans qu'il n'y ait un blocage entre les deux, en fait. Parce qu'on n'est pas sur le même niveau de... Là, on est sur de la réalité tangible avec la vacuité, on est presque sur de l'ordre du discours, de la, de l'intellectualisation des choses, la réflexion sur les choses, et ensuite aussi d'une certaine façon de la méditation, donc le fait de pouvoir aussi l'attraper de façon instinctive. Les deux sont présents dans le concept de vacuité, mais ce n'est pas un objet en fait. Voilà. Ce que dit Éponine, hein, sur le plan philosophique, c'est un outil permettant de changer notre vision du monde afin de l'aborder en gardant en tête l'impermanence et l'interdépendance. C'est exactement ça. Sur le plan pratique, c'est la compréhension profonde du monde que l'on intègre dans nos actions, après la réalisation qu'amène euh, la voie bouddhiste. C'est cette idée-là, en fait, c'est tout à fait ça. Ce qui nous permet aussi, effectivement, d'être d'une certaine façon, de cultiver, d'une part, notre détachement. En fait, la vacuité, elle est intéressante parce qu'elle a c'est un peu ce double aspect, c'est que d'une part, ça permet de cultiver une forme de détachement, dans le sens où je vois cette tasse, je pourrais y être attaché en me disant cette tasse est permanente, cette tasse a une existence propre, qui est complètement séparée du reste, oui, mais elle a aussi une essence de tasse qui fait que voilà, c'est ma tasse à moi, c'est mon objet à moi. Avec la vacuité, ça me permet de comprendre que non, cette tasse n'est pas à moi, cette tasse est la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui me dépassent entièrement. Donc ça peut permettre d'une part de cultiver le détachement par rapport aux choses, et d'autre part, ça peut aussi permettre de cultiver la compassion, dans le sens où, alors la tasse, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si je prends par exemple, je sais pas, l'araignée qui est au plafond, je l'aperçois comme étant quelque chose de séparé de moi, quelque chose peut-être même d'intrinsèquement négatif par rapport à moi, alors qu'en fait, en appliquant ce principe de la vacuité, eh bien, je me rends compte que cette araignée n'est pas séparée fondamentalement de moi, en fait. Il y a un endroit dans la chaîne infinie des causes et des conditions où elle et moi, on est reliés, ne serait-ce que par le fait qu'on est dans la même maison, et puis qu'on est des êtres vivants. Voilà. Donc ça permet aussi de cultiver une forme de compassion par rapport à ça, en ne voyant plus les choses complètement séparées. Tu dis: «Si en méditation, il faut, laisser passer ses pensées, comment comprendre la vacuité en pleine méditation?» Bah, en fait, il y a plusieurs formes de méditation, hein. C'est pas il y a pas forcément que cette méditation-là, en fait. Alors, il y en a qui vont le faire effectivement grâce à ça, en laissant passer les pensées. Après, il y a d'autres formes de méditation aussi qui sont vraiment des méditations plus sur une forme d'analyse. C'est-à-dire, tu commences à analyser ce concept de vacuité et ensuite tu lâches prise par rapport à ça. Dans le sens où à un moment, ce que je disais, c'est que ça devient hem, tellement impossible pour le cerveau humain de mentaliser l'entièreté des causes et des conditions qui amènent à un objet, qu'en fait, tu finis juste par, d'une certaine façon, le laisser tomber
et le concevoir d'une façon plus intuitive et instinctive, en fait. Plus, plus profonde, en fait. Tu lâches le côté intellectuel par rapport à ça et tu le ressens d'une façon plus profonde. Parce qu'à un moment, ton cerveau, il peut juste pas aller jusqu'à ce niveau-là de détail, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Après, moi, voilà, je suis pas un spécialiste par rapport à la méditation relative à la vacuité, hein. C'est pas du tout mon domaine, en tant que moine Jodo Shinshu, c'est pas du tout mon domaine d'étude, ni mon domaine de réalisation. Mais, c'est un peu cette idée-là. Et Éponine qui disait: «C'est pas de la science, c'est la différence entre savoir et sagesse. Le savoir est purement intellectuel, la sagesse est la conduite et l'attitude en accord avec les conclusions éthiques découlant du savoir». Tout à fait, et de l'expérience. Exactement, exactement. Voilà. Je sais pas, madame Dandan, si ça t'éclaire un petit peu plus par rapport à ça? Mais c'est vrai que et c'est intéressant parce qu'on le voit ici, hein, dans les discussions qui sont amenées, c'est que, heu, il y a effectivement très fréquemment ce cas où les gens vont traiter la vacuité comme étant quelque chose en fait, justement. Ils vont traiter la vacuité comme étant quelque chose, alors que c'est juste un concept et ça n'a pas d'existence propre et ils vont les c'est vraiment une «erreur classique» entre guillemets, hein, de donner à la vacuité une existence. Donc ensuite, ils discutent de l'établissement des phénomènes au moyen du principe. Donc en troisième, les phénomènes n'ont pas d'être à part. C'est uniquement au moyen du principe authentique qu'ils sont en mesure de s'ériger. Donc là, c'est vraiment, alors là, pour le coup, cette phrase, c'est vraiment la phrase typique pour expliquer ce qu'est la vacuité. En troisième, les phénomènes n'ont pas d'être à part, les phénomènes n'ont pas d'essence propre, ils n'existent pas dans une espèce de alors pour le coup, je vais utiliser le mot vide à nouveau, mais ils n'existent pas, voilà, indépendamment des causes et des conditions et de façon permanente. C'est uniquement au moyen du principe authentique qu'ils sont en mesure de s'ériger, donc c'est uniquement au moyen de la vacuité, c'est-à-dire c'est uniquement sur la base de cette infinité de causes et de conditions qu'ils en arrivent à l'existence actuelle qui est perçue comme étant séparée. En effet, tous les phénomènes sont soumis à la coproduction conditionnée et ils sont donc sans nature propre. Ils sont juste la résultante du coup de cette infinité de causes et de conditions. Et c'est précisément en raison de ce principe d'absence de nature propre qu'il est donné pour la première fois au phénomène de s'ériger. C'est-à-dire que il n'y a pas d'essence de nature propre de la tasse, il n'y a pas d'essence de la tasse qui ferait que d'un coup la tasse, indépendamment des causes et des conditions, apparaît à l'existence sur la base de cette essence propre en disant voilà, ça c'est l'essence de tasse, d'un coup la tasse apparaît. Si la tasse est en mesure d'atteindre l'existence, c'est uniquement en vertu du principe de la vacuité, c'est-à-dire en vertu de cette infinité de causes et de conditions qui lui donnent naissance. C'est pour ça qu'on appelle ça, du coup, dans ce cas-là, le principe. C'est le principe sur lequel eh bien, les phénomènes finissent par arriver temporairement à l'existence. Voilà. Et il continue ici en disant ainsi, donc il reprenait la métaphore qu'on avait discuté la dernière fois de l'océan et des vagues. Ainsi les vagues ont besoin de l'eau comme cause pour s'ériger. Elles ont besoin de la mer pour s'ériger. De même, est-ce en s'appuyant sur l'embryon du Tathagata que les entités doivent exister. Donc en s'appuyant sur la vacuité que les entités doivent exister. Avisons-nous qu'il en va ainsi selon le même principe. Il importe d'appliquer son esprit sur le point. Voilà, sur ce point-là. Donc là, c'est vraiment pour moi la définition peut-être la plus claire du lien entre les phénomènes et la vacuité, hein. Les phénomènes n'ont pas d'essence séparée. C'est uniquement c'est uniquement sur la base de la vacuité, au moyen du principe authentique, qu'ils sont en mesure de s'ériger, donc basés sur une infinité de causes et de conditions. Donc ça, c'était la manifestation et l'établissement des phénomènes au moyen du principe. Donc comment est-ce que les phénomènes apparaissent sur la base de la vacuité? Maintenant, on va discuter de la manifestation du principe au moyen des phénomènes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait l'effet inverse, comment est-ce qu'on passe des phénomènes physiques à la vacuité. En quatrième, la manifestation du principe au moyen des phénomènes. Lorsque les phénomènes embrassent le principe, les premiers sont vides et le second est réel. Donc lorsque les phénomènes embrassent la vacuité, les phénomènes sont vides d'essence propre, le second est réel. C'est au moyen de cette évaluation des phénomènes
que le principe qui réside dans la totalité de ceux-ci se manifeste dans toute sa clarté. De même, c'est lorsque les signes différentiels des vagues s'évacuent que l'eau se manifeste dans son être. Avisons-nous qu'il en va selon le même principe, il importe d'appliquer son esprit sur ce point-là. Et je trouve pas mal du coup la comparaison par rapport aux vagues, hein, c'est-à-dire qu'en fait on va focaliser notre esprit sur les vagues, mais que quand en fait les vagues s'arrêtent, c'est là qu'on se rend compte en fait du principe qui soutient les vagues, qui est cet océan qui est calme. Et là c'est la même idée, hein, c'est que à partir de ces signes différentiels qui nous apparaissent, hein, par exemple le vert de la tasse, la dureté de la tasse, eh bien on peut remonter à ce principe de vacuité. Voilà, lorsque les phénomènes embrassent le principe, c'est-à-dire lorsque on va analyser les phénomènes suivant l'angle du principe, eh bien, on va en arriver à décomposer la tasse en cette infinité de causes et de conditions, ce qui fait que cette tasse va gagner d'une certaine façon la nature de la vacuité, elle va un peu disparaître d'une certaine façon face à l'analyse de la vacuité, et c'est cette analyse de la vacuité qui va prendre une existence réelle. Donc c'est à nouveau, hein, c'est voir l'un par rapport à l'autre, à partir du principe arriver au phénomène, à partir des phénomènes redécomposer pour descendre jusqu'au principe. Et Madame Dandan qui disait la vacuité étant un outil dans le processus, est-ce qu'il pourrait y avoir un début physique à finalité existante, à toute finalité existante? Alors je suis pas sûr de comprendre ta phrase. La vacuité étant un outil dans le processus. En fait, quand je dis un outil dans le processus, en fait c'est le processus, hein. La vacuité c'est le processus. Mais c'est juste que tu ne peux pas. En fait, c'est un outil dans le processus dans le sens où tu ne peux pas pointer du doigt quelque chose et dire ceci est la vacuité. Et ceci est l'entièreté de la vacuité. On avait dit, hein, tu peux faire l'exercice même alors, tu peux entre guillemets le faire en disant cette tasse est l'entièreté de la vacuité. Oui, mais ce livre aussi. Et à un moment, si tu dois essayer de pointer un élément en disant ceci, voilà, c'est ça la vacuité, je m'arrête et je peux l'entourer d'une certaine façon. Entourer cet élément et dire cet élément est la vacuité. Il est la vacuité, tu ne peux pas faire ça en fait, c'est impossible. L'entièreté des causes et des conditions, c'est la vacuité. Donc tu ne peux pas arriver à un moment et isoler un élément, quelque chose, et dire cet élément est la vacuité ou cet élément est la base de la vacuité. C'est pour ça que je dis que c'est un outil, c'est le processus effectivement en lui-même, c'est un concept. Et tu dis du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir un début physique à finalité existante? Alors voilà, c'est là où il faut que tu clarifies, je suis pas très clair de ce que tu veux dire par début physique à finalité existence. Est-ce que je veux dire que on accepterait qu'à un moment, il y a un phénomène qui possède une essence propre, indépendante des causes et des conditions? Ouais, c'est ça. En fait, ouais, tu partirais vraiment de te dire, est-ce que du coup, on pourrait concevoir qu'à un moment, il y a un phénomène physique qui existe, qui est là, qui est indépendant des causes et des conditions, qui serait du coup effectivement le tout début de la chaîne. Donc ce qui revient effectivement à revenir, hein, sur cette discussion par rapport à Dieu. Dans le bouddhisme, on va pas vraiment on va pas parler de ça parce qu'effectivement, on estime qu'il y a des problèmes, d'autres problèmes philosophiques si tu commences à aborder ce point-là spécifique, sans parler directement de Dieu, mais si tu pars du principe qu'il y a un endroit, une cause qui a vraiment une essence propre dans le sens où on l'entend là, c'est-à-dire qui serait indépendante des causes et des conditions, qui existerait fermée sur elle-même et qui serait permanente, parce que si elle est impermanente, du coup, ça marche pas non plus. Tu as un problème, c'est que comment quelque chose qui est indépendant des causes et des conditions, qui a une essence propre, qui est permanent, peut interagir avec le reste, si elle est indépendante des causes et des conditions. Alors, je peux te donner la réponse de Plotin à cette question-là, si tu veux, mais je sais pas si ça va t'aider. Parce que, pour donc le philosophe néoplatonicien Plotin, qui répond à cette question par rapport à dans sa conception de la procession de l'un vers notre existence physique, Plotin, lui, il le voit de cette façon-là, en disant, à la base de tout se trouve l'un. L'un est fermé sur lui-même, l'un contient tout en lui-même et n'a pas besoin du reste.
Et bien sûr, en posant cette problématique-là, Plotin se trouve devant quelque chose de «gênant» entre guillemets, qui est de dire: «Ben, du coup, comment est-ce que cet un, cette chose, cet un, le cœur de tout, ce un qui est du coup une unité parfaite en elle-même, pour elle-même, pourquoi à partir de l'un se trouverait une création?» La réponse à Plotin à cette question-là, c'est que l'un reste en lui-même un bien absolu. Il s'autogère, il n'a besoin de rien autour de lui. Mais c'est par sa propre puissance que de la même façon qu'un feu émane de la chaleur autour de lui, que autour de lui va se créer quelque chose. Il va rester en lui-même, mais il a une telle puissance que d'une certaine façon, sans qu'il en ait la volonté ni le désir, sans qu'il ait besoin de quoi que ce soit, de par cette puissance qu'il émane, autour de lui va être généré quelque chose. Alors, je fais une digression sur Plotin tant qu'on est dessus, hein. Autour de lui va se générer quelque chose. C'est quelque chose qui va être généré, c'est ce qu'il va appeler du coup l'intelligible, l'intellect. L'intelligible, l'intellect, ce sont le monde des idées parfaites. Ce monde des idées parfaites qui va être généré au début va être d'une certaine façon perdu. Il va se tourner vers l'un qu'il a créé et il va commencer du coup à réfléchir. La différence entre l'un et l'intellect, c'est que l'un contient tout en lui-même, il est unique. L'intellect, il est à la fois un et multiple, c'est-à-dire que lui-même s'auto-contient, il n'a pas besoin d'objets réellement extérieurs, mais il commence à concevoir l'infinité des formes parfaites, tout en restant en lui-même. Et pareil, lui-même va émettre autour de lui, va émettre ce qu'on va appeler du coup pour Plotin l'âme, qui elle du coup va générer derrière la matière, etc. Donc il a une théorie, Plotin a une théorie de, alors c'est très très résumé et assez mal résumé, hein, Plotin il lui faut pas mal de pages pour arriver à décrire tout ça, mais il arrive du coup à décrire un peu cette idée-là. Mais vous voyez à quel point c'est aussi particulier la façon dont lui il va essayer de se sortir de ce problème-là, en disant comment est-ce que quelque chose qui est en lui-même, pour lui-même, qui n'a pas besoin du reste, une cause première à tout, en viendrait à créer quelque chose alors qu'elle est d'une certaine façon indépendante des causes et des conditions. Parce que pour Plotin, l'un est aussi indépendant, n'est pas dans le temps. L'un est hors du temps et il en vient pourtant à créer quelque chose par d'une sorte d'émanation. Voilà, en prenant vraiment l'image la plus simple pour comprendre ça, c'est comme une émanation du feu qui générerait une chaleur, par exemple. Mais voilà, c'est une solution qui est plus ou moins satisfaisante à ce type de question. Mais et voilà, et du coup, Amandine qui dit: «Mais d'où vient ce un? C'est une cause première, c'est sans fin». C'est ça. Pour Plotin, du coup, la réponse à ça, c'est qu'en fait, l'un est hors du temps. Heu et en fait, la temporalité dans le j'ai perdu le terme, que je disais tout à l'heure, enfin, ce système d'émanation que définit Plotin, en fait, il y a une grosse partie qui se déroule hors du temps, en fait. La partie temporelle arrive relativement dans cette émanation arrive relativement tard, en fait. Mais, mais bon, là, en fait, le truc, c'est qu'on en arrive à nouveau à des spéculations philosophiques qui vont pas forcément nous aider, en fait. Parce que c'est bien beau de définir ça, mais d'un point de vue bouddhiste et d'un point de vue vraiment de la gestion de la souffrance, en quoi ça va m'aider vraiment, en fait, d'avoir d'avoir résolu d'un point de vue philosophique cette problématique, en fait. En fait, ça m'aide pas vraiment d'une certaine façon. Parce que de un, je peux pas vraiment être sûr que c'est le cas. Et de deux, même si c'est le cas, au final, ça change pas grand-chose par rapport à tout ça, en fait. Alors, dans le système de Plotin, si, parce que ça peut être intéressant. Il y a pas mal de parce que ce qui est intéressant au système de Plotin, c'est que pour lui, l'un et en fait, tout ce qui est intelligible est absolument parfait et ne peut faire le mal et que le mal intervient qu'au niveau beaucoup plus lointain de la matière. Ce qui est intéressant parce que du coup, voilà, il y a des discussions par rapport à la cause du mal, et cetera, d'où est-ce que ça vient? Hem, mais en fait, à nouveau, pour moi, ça nous fait pas d'une certaine façon, ça ne fait pas tant avancer le schmilblick que ça, en fait. C'est ça, ce que dit Éponine, si vous cherchez une cause première, le bouddhisme ne vous aidera pas et même si vous trouvez la solution ailleurs, vous ne pourrez pas la ramener dans le bouddhisme parce que ça apporte rien à la philo-bouddhiste et à sa sotériologie, c'est-à-dire effectivement à son système qui permet de «nous sauver» entre guillemets. C'est, c'est ça.
C'est exactement ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, mais ce qui est, mais c'est plus par rapport à Madame Anadandan dans ce cas-là, en fait, c'est pourquoi tu as besoin de ça, en fait? Et surtout, hem, pourquoi est-ce que tu aurais envie intellectuellement, d'une certaine façon, de rendre tangible la vacuité, en fait? Parce qu'en arriver à cette digression jusqu'à amener à une cause première, c'est comme d'une certaine façon à donner une physicalité, pointer quelque part la source des choses, pointer quelque part la vacuité. Alors que justement, le principe de la vacuité, c'est d'éviter ça. En fait, quand on fait ce travail-là, le problème, si on commence à en arriver à dire à un moment, il y a effectivement une cause première qui est indépendante des causes et des conditions, qui est permanente, le travail qu'on a fait sur la tasse, qui était justement dans le but d'éviter ça, on part de la tasse qu'on perçoit comme étant permanente et indépendante des causes et des conditions, on fait cette digression à l'infini pour arriver à, d'une certaine façon, détruire cette perception erronée de la tasse, se rendre compte que la tasse est liée à une infinité de causes et de conditions, qu'elle n'a pas d'essence propre. Et en faisant cette digression, à un moment, on finirait par arriver face à un mur qui nous redonne exactement ce qu'on était en train d'essayer de casser, entre guillemets, une essence et une permanence. Et du coup, en fait, c'est comme si ça brisait l'entièreté de l'exercice, en fait. Parce qu'on part d'un point A qu'on est en train d'essayer d'analyser et pour se rendre compte que ce point A, cette vision A est une erreur, qui nous amène sur une vision B, qui au final nous ramènerait sur une vision A en bout de chaîne. C'est un peu un problème. Et puis, voilà, et de la même façon que la théorie de Plotin est intéressante, mais je la trouve pas d'un point de vue intellectuel tout à fait satisfaisante non plus. Parce qu'il en arrive, et il en a conscience, hein, que c'est un paradoxe. C'est un paradoxe de dire il y aurait une essence propre, quelque chose, une cause initiale qui aurait une essence propre, qui serait indépendante des causes et des conditions, qui serait permanente, hors du temps, permanente dans le sens vraiment hors du temps, et pourtant de elle émane quelque chose. C'est paradoxal. C'est vraiment très très paradoxal comme façon de voir les choses. Et autant d'un point de vue intellectuel, son approche est intéressante. Moi j'aime beaucoup Plotin, c'est très intéressant, mais c'est pas 100% satisfaisant parce que si on veut vraiment réfléchir à ça, ça reste entièrement paradoxal. Si c'est indépendant des causes et des conditions, c'est indépendant des causes et des conditions, ça ne crée rien en fait. Ouais, c'est ça. Et je regarde un petit peu, je remonte en arrière, il y avait Éponine qui disait c'est là où les philo-bouddhistes et Advaita Vedanta se séparent, puisque pour l'Advaita Vedanta, il y a une cause première et une essence indépendante qui est Brahma, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, ouais, d'un côté, tu dis, mais pour comprendre cette problématique peut aider à la souffrance de ceux qui, comme moi, se posent trop de questions. Bah, oui et non, parce qu'en fait, comment dire ça? En fait, c'est un peu comme si tu étais déjà persuadé de quelque chose et tu essayes de ramener le principe de la vacuité à cette chose-là, en fait. Plutôt que d'une certaine façon essayer d'accepter, alors sans dire que c'est, enfin, qu'il y a une nécessité à l'accepter, mais plutôt que d'une certaine façon, plutôt que de prendre le concept tel qu'il est et de voir la valeur du concept tel qu'il est, en fait, tu essayes de le ramener absolument à, à quelque chose, en fait. Tu as ce besoin de le ramener à quelque chose. Plutôt que d'une certaine façon, accepter le côté intellectuel de bah, typiquement, je veux dire, moi, je suis bouddhiste et j'applique la logique bouddhiste par rapport à ça. Ça m'empêche pas d'apprécier le principe de Plotin, ce qu'il explique mais je vais pas essayer derrière de déformer réellement ce qu'il est en train de dire, tu vois, par rapport à ça. Je vais accepter aussi le fait que la vision de Plotin est comme ça et la vision du bouddhisme est différente, en fait. Les 2 peuvent être intéressantes à les mettre en face l'une de l'autre et à discuter. Il y a des points qui sont super intéressants quand on met un peu des parallèles, mais là, c'est un peu du travail, c'est du travail intellectuel, c'est du fun intellectuel, hein, c'est le grand banquet du savoir, hein, où tu mets plein de philosophes les uns en face des autres et tu les fais discuter, c'est rigolo à faire. Mais ouais, ça reste purement de la spéculation intellectuelle et du fun, mais ouais. Et Éponine qui dit: «Le Bouddha
avait des disciples qui souffraient de trop de questions. Il a bien compris que répondre à toutes les questions ne fait qu'amener plus de questions. C'est ça. Le Bouddha ne va pas y répondre pour ne pas entretenir cette tendance néfaste à se torturer l'esprit avec des questions qui n'aident pas forcément à avancer et préfère leur apprendre à arrêter de se poser trop de questions, justement. C'est ça. Accepter de ne pas savoir, lâcher prise, c'est ça. Il y a cette idée-là aussi, en fait. En fait, accepter que de toute façon, tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'auras pas la preuve que c'est le cas. En fait, c'est ça, c'est toujours pareil et c'est pour ça que cette notion de vacuité est intéressante, c'est que la vacuité, ce qu'elle te dit juste, c'est cette tasse est le résultat d'une infinité de causes et de conditions. Objectivement, c'est vrai. Il y a rien dans ce que je dis qui est faux. Là, pour le coup, c'est démontrable. On peut tous faire cet exercice dans nos petits cerveaux. Il y a absolument rien de faux là-dedans. Cette tasse qui m'apparaît comme étant une réalité permanente et séparée des causes et des conditions est en réalité impermanente et reliée à une infinité de causes et de conditions qui, elles-mêmes, par des embranchements successifs, sont reliées à d'autres infinités de causes et de conditions. Il n'y a rien dans ce que je dis là qui n'est pas objectivement vérifiable. Du coup, pourquoi ne pas s'en arrêter là? Pourquoi essayer d'aller plus loin en disant: «Oui, mais peut-être qu'il y a une cause première quelque part, qui aurait une essence propre, peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est pas Dieu, peut-être que, c'est le un Ploté de Plotin, peut-être que c'est un grand barbu dans le ciel». En fait, là, tu en arrives à des spéculations qui, du coup, n'ont plus réellement d'intérêt. Elles ne sont plus objectivement vérifiables, en fait. Donc pourquoi se torturer l'esprit avec ces éléments qui ne sont pas objectivement vérifiables, quand au contraire, le fait de garder, voilà, ces éléments-là de côté, permet de se concentrer sur ce qui est objectivement vérifiable, qui est qu'effectivement cette tasse est le résultat d'une infinité de causes et de conditions. Donc ce que je perçois comme étant une tasse séparée est en réalité relié à l'entièreté du reste des choses. Ce qui est vérifiable, ce qui est faisable, ce qui est logique. Ce qui me permet du coup de cultiver une forme de détachement à la fois par rapport à la tasse, mais aussi d'accepter la beauté du fait que vienne à l'existence cette tasse qui comprend l'entièreté d'une infinité de causes et de conditions. Et voilà, du coup, pas forcément besoin d'aller plus loin. Et du coup, quand tu dis que pour reprendre un peu ça, mais alors là, je discute par rapport à toi, hein, c'est pas du tout pour te mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit, hein, c'est pas le but. Mais quand tu dis que ce genre de réponse peut aider à calmer ta souffrance, moi, je suis enfin, le fait notamment de dire, bah, par exemple, il y a une cause initiale ou quelque chose comme ça peut t'aider à calmer la souffrance de tes réflexions. En fait, je suis pas certain, en fait. J'en suis vraiment pas certain que ce soit la bonne solution pour résoudre ce genre de questionnement, en fait. Parce que tu auras pas de à un moment, moi, je vais te dire que c'est, si moi, à un moment, je te dis: «La réalité, c'est le un plotinien», OK, après tu vas avoir un chrétien qui va dire: «La réalité, c'est Dieu», tu vas avoir un mec, un hindou qui va te faire: «C'est Brahma». Bah, au final, à quoi ça aide vraiment? Tu vas être obligé de choisir à un moment une de ces solutions-là, en fait. Et j'ai envie de dire, face à toutes ces possibilités, pourquoi tu serais réellement obligé de choisir? Pourquoi ne pas juste laisser ça en suspension en disant: «Ça dépasse ce que je suis capable de savoir objectivement en tant qu'être humain, donc pourquoi ne pas me concentrer sur ce que je suis objectivement capable de savoir?» Ce qui nous ramène au principe de la vacuité. Voilà. C'est un peu là, moi, où je veux en venir, en fait. Mais, après chacun doit faire son travail par lui-même, hein. Moi, je vous donne juste des pistes potentielles de trucs. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je le dis à nouveau, j'adore étudier les systèmes philosophiques et religieux, ça m'éclate, j'adore, enfin, je trouve, par exemple, le système de Plotin, malgré le fait qu'il est voilà, il est pas 100 satisfaisant, il est quand même, très, 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 très bien foutu et bien ficelé, par exemple. C'est hyper agréable à lire, c'est bien foutu, c'est intelligent et c'est, inspirant, tout ce que vous voulez. Mais ça reste une spéculation. Et Ponine qui disait: «Pour les gens qui ne se remettent pas assez en question, le monde est en eux-mêmes, il va leur falloir se poser des questions. Et à ceux qui doutent trop et se posent trop de questions, il va les recentrer sur l'important, c'est le juste milieu». Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça, en fait. C'est ça. En fait, le Bouddha, son but, c'est pas d'entretenir, les spéculations inutiles des gens, en fait. C'est de les faire se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce qui est ce qui Et le Bouddha le disait toujours, hein, c'est, n'acceptez pas,
J'avais un exemple comme ça qu'on avait lu avec dans Walpola Raoula, hein, mais à un moment où il va voir des villageois qui sont dans l'embrouille, parce il y a eu des brahmanes qui sont venus avant, qui leur ont dit un truc, il y a d'autres gens qui sont venus avant qui ont dit d'autres trucs, et en fait, ils sont complètement perdus sur la vérité des choses. Et en fait, le Bouddha leur dit juste: «Mais en réalité, n'acceptez pas quelque chose parce que c'est la tradition, n'acceptez pas quelque chose parce qu'un maître vous l'a dit, mais quand vous voyez que quelque chose est efficace et bénéfique et juste et vrai, alors mettez-le en pratique. Si vous voyez que quelque chose est bénéfique, n'est pas bénéfique, n'est pas juste, n'est pas vrai, bah, ne le mettez pas en pratique. En fait, c'est à chacun d'arriver à faire ce travail par rapport à lui-même en fonction, ben, effectivement, de ce qu'il va réussir à comprendre du monde. Mais il ne faut pas se baser uniquement en disant bah, c'est parce que tel maître l'a dit ou que telle religion l'a dit que c'est absolument vrai, hein. Et c'est vrai qu'Éponine, ce que tu dis est important, surtout venant de toi qui réfléchit beaucoup, hein. Je l'avais déjà dit, mais ma foi dans le Bouddha est née de ma réalisation de la finitude et des limites de ma raison humaine, qui est d'ailleurs le même cheminement que celui de Kyozawa Manshi. Effectivement, effectivement. Ça, mais c'est intéressant parce que tu es capable, et c'est ça, à mon sens, c'est ça qui est intéressant dans le bouddhisme, c'est que tu es à la fois capable, du coup, d'être consciente de cette réalisation de, de pratiquer une forme de lâcher prise par rapport à ça, parce que tu as justement conscience de comment ton cerveau il fonctionne, mais tout en appréciant et en continuant à étudier les systèmes philosophiques sur lesquels se base le bouddhisme. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux cultiver les deux en même temps. En fait, tu peux cultiver l'étude tout en cultivant aussi le lâcher prise et en ayant tout à fait conscience que eh bien, il n'est pas forcément possible de comprendre l'entièreté de toutes les choses parce on a des limites dans notre compréhension, quoi. Voilà. Et donc, si on continue un petit peu, il nous expliquait ici le cinquième point, c'est l'oblitération. L'oblitération des phénomènes par le principe. Le principe oblitère les phénomènes. En cinquième, dès lors que les phénomènes embrassent le principe, leur signe différentiel s'épuise et seul apparaît dans son égalité le principe authentique intégral. En effet, alors, pas la moindre parcelle de phénomène ne peut être appréhendée en dehors du principe authentique. C'est cette idée que si je prends la tasse et que je commence à faire cette régression à l'infini sur le principe de la vacuité, cette tasse va finir par entièrement disparaître, entre guillemets, de mon analyse. Je vais me rendre compte que tout ce que je prends pour être une caractéristique intrinsèque de la tasse n'est en fait que la résultante d'une infinité de causes et de conditions, que ce soit sa couleur, que ce soit son visage, que ce soit sa forme, que ce soit sa matière, que ce soit sa dureté, que ce soit le fait que je la tienne, etc. etc. Tous ces éléments-là, on va pouvoir les analyser à l'infini, et sur la base de cette analyse, on va se rendre compte que, effectivement, cette tasse, entre guillemets, va être oblitérée tant que je suis dans cette analyse de la vacuité. Toutes les caractéristiques qui me paraissent être intrinsèques à la tasse vont s'écouler dans la vacuité. Je vais voir l'infinité des causes et des conditions qui sont à l'origine de chacune de ces causes et de ces conditions ayant elle-même une infinité de causes et de conditions, dans une régression comme ça à l'infini, qui fait que, eh bien, tant que je suis dans cette vision de la vacuité, les phénomènes, en tant qu'entités séparées, disparaissent. Ils sont oblitérés. De même, lorsque l'eau supprime les vagues, celles-ci ne peuvent que s'épuiser entièrement. Autrement dit, en subsistant actuellement, l'eau oblitère les vagues et fait qu'elles s'épuisent. Bon, la comparaison n'est pas super bien foutue, mais pourquoi pas. L'occultation, maintenant, l'inverse. On a vu comment est-ce que le principe, la vacuité occulte les phénomènes, mais maintenant, bien sûr, il y a l'occultation du principe par les phénomènes, ce qui est globalement notre mode de vision standard du monde. En sixième, le principe authentique produit toutes les entités phénoménales en fonction des conditions. C'est logique, hein, jusque-là on est d'accord. Mais dès lors que les entités phénoménales diffèrent de la sorte du principe, seuls les phénomènes sont manifestes, tandis que le principe n'apparaît plus. Donc il dit bien, on est bien d'accord que cette tasse est la résultante d'une infinité de causes et de conditions, qui est le principe de vacuité. Elle se base donc pour son existence, elle ne doit son existence actuelle, temporaire, que sur la base de cette infinité de causes et de conditions. Mais la réalité des choses est que cette tasse, du coup, existe actuellement, et que quand on regarde cette tasse, la vision classique des choses, c'est de ne pas être capable de voir cette régression à l'infini, d'être concentré sur l'existence de la tasse, ce qui
tant qu'on garde cette vision-là, nous fait perdre le principe de la vacuité et qui est tout simplement le mode, entre guillemets, «standard» de vision du monde d'un être humain, qui est de voir chaque élément comme étant séparé, indépendant des causes et des conditions et avec une certaine forme de permanence malgré tout. Et donc il dit, hein, de même, lorsque l'eau suscite les vagues, seul l'aspect de mouvement devient manifeste, tandis que le reste, celui du repos, reste obturé. Effectivement, quand on concentre son attention sur les phénomènes des vagues, eh bien on finit par oublier le calme de l'océan qui soutient tout ça. Il est déclaré dans le sutra sur la non-augmentation et la non-diminution, lorsque le corps de la loi transmigre dans les 5 destinées, il est qualifié d'être sensible. Ainsi donc, quand les êtres sensibles se manifestent, le corps de la loi n'apparaît plus. Le corps de la loi, dans le bouddhisme, c'est du coup ce corps qui est identique à la vacuité, et qu'en fait, tant qu'on continue à voir les êtres vivants comme étant des êtres séparés, qui ont une essence propre, une âme qui serait indépendante des causes et des conditions, et bien dans ces cas-là, on ne voit pas le corps de la loi, qui est ce corps de la vacuité, qui est pourtant toujours présent. Donc ça, c'était d'une certaine façon l'oblitération, hein. Donc on a vu l'oblitération des phénomènes par le principe et l'oblitération du principe par les phénomènes, qui sont tout simplement ce qui se passe quand on n'observe que l'un ou que l'autre. La forme n'est rien d'autre que la vacuité n'est rien d'autre que la forme, exactement, exactement comme dit Éponine. En 7, on a l'indissociation du principe authentique et des phénomènes. En septième, le principe authentique ne se trouve en aucun cas en dehors des phénomènes. Ça, c'est le point qui est important. Ça rejoint beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui, cette phrase. Le principe authentique ne se trouve en aucun cas en dehors des phénomènes. C'est parce qu'il est le principe même d'insubstantialité des entités que les phénomènes s'appuient toujours sur lui et qu'il est inconscient et sans substance. Vous voyez à quel point il insiste sur ce point. Le principe de la vacuité est caractérisé donc par son inconsistance et son absence de substance. Il ne se trouve en aucun cas en dehors des phénomènes. Il n'a pas d'existence en dehors des phénomènes. Il n'y a pas à un moment quelque chose qu'on pourrait pointer du doigt en disant « ceci, je l'entoure là, ça, ce truc, c'est la vacuité ». Non, il est caractérisé par le fait qu'il n'a pas de substance propre, qu'il n'existe pas en dehors des phénomènes. Il n'est qu'une façon d'analyser l'existence des phénomènes et leur mise en existence. Voilà pourquoi le principe est en lui-même intégralement les phénomènes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la vacuité en dehors des phénomènes. Il n'y a pas quelque chose qui existe, un monde qui existe, qui est le monde de la vacuité, qui serait comme ça, indépendamment des phénomènes. La vacuité n'est que l'analyse et l'infinité de causes et de conditions qui mènent à l'existence des phénomènes. Sans les phénomènes, il n'y a pas de vacuité. Sans la vacuité, il n'y a pas de phénomène. La forme n'est rien d'autre que la vacuité n'est rien d'autre que la forme, comme disait Éponine juste avant. Exactement ça. Donc voilà pourquoi le principe est en lui-même intégralement les phénomènes, ce qui précisément constitue le véritable principe. De même, en est-il de l'eau qui, étant à même les vagues, n'est pas sans se mouvoir ni être humide au repos. C'est la raison pour laquelle c'est à même l'eau que sont les vagues. Oui, bon, la comparaison avec l'océan, elle vaut ce qu'elle vaut. Je trouve pas forcément que ce soit toujours la plus claire, moi, mais c'est un classique de cette analyse-là, donc pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est le principe qui est important. Il importe d'appliquer son esprit sur ce point, hein. L'indissociation du principe authentique et des phénomènes. La vacuité n'existe clairement pas en dehors des phénomènes. Elle est tout simplement sans substance, elle est inconsistante. Donc on ne peut pas, effectivement, ce qui rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure, hein, ce qui montre bien cette analyse philosophique qui est de dire que à aucun moment on ne peut remonter à une cause première qui serait du coup l'essence de la vacuité. Parce qu'en fait, ce serait ça, hein. Si on arrivait à remonter à une cause première qui serait indépendante des causes et des conditions, qui aurait une essence propre, on pourrait dire ceci est l'essence de la vacuité. Mais là, l'auteur insiste bien sur le fait que, justement, la vacuité, sa caractéristique, c'est d'être sans essence, on l'a dit sans substance, mais sans essence, peu importe comment on le dit, et inconsistant. Donc sans consistance, voilà, physique, sans existence réelle. Et en 8, il y a l'indissociation des entités phénoménales et du principe. En huitième, les phénomènes qui sont soumis à la loi de coproduction conditionnée sont par définition sans nature propre. C'est parce qu'ils sont sans nature propre qu'ils sont en eux-mêmes l'authentique, et voilà pourquoi on expose que tous les êtres sont l'incité sans avoir à escompter d'extinction. De même, les signes du mouvement des vagues sont en eux-mêmes tels que l'eau et ne constituent pas des signes différentiels.
Donc là, c'est cette idée que, bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, cette tasse, ce qu'il dit ici, hein, les phénomènes qui sont soumis à la loi de la coproduction conditionnée, c'est-à-dire qui sont soumis à cette infinité de causes et de conditions, eh bien, sont par définition sans nature propre. Ils ne sont que une infinité de causes et de conditions. Il n'y a pas dans cette tasse une nature propre de tasse, il n'y a pas dans le greg une nature propre de greg qui serait indépendante de ses causes et de ses conditions. Voilà. Et ensuite, les 9 et les 10 hein, sont assez logiques, comme ça nous permet de terminer ce chapitre-là. Hein. Le 9, c'est l'altérité du principe véritable et des phénomènes. En neuvième, le principe qui est à même les phénomènes, donc le principe qui est la base des phénomènes physiques, ne leur est cependant pas identique dans leur signe différentiel. C'est parce que l'authentique est différent du fallacieux, le réel de l'inconsistant et le support du dépendant. De même, l'eau qui est dans les vagues est différente des vagues en elles-mêmes. C'est parce que le mouvement et l'humidité sont différents. Donc là, c'est toujours la même idée, hein, c'est que on aura beau dire ce qu'on veut, il y a une tasse qui existe, et même si on fait cette régression à l'infini de la vacuité, du coup, va, permettre donc d'effacer d'une certaine façon les caractéristiques de la tasse, mais la tasse garde quand même ses caractéristiques. Donc on voit la vacuité dans la tasse, mais d'une certaine façon, la tasse nous apparaît comme étant différente de la vacuité. En gros, c'est ça. Hein. Le principe qui est à même les phénomènes ne leur est cependant pas identique puisque cette tasse est perçue avec des caractéristiques spécifiques et pourtant ces caractéristiques spécifiques sont elles également la vacuité. Et c'est pareil dans l'autre sens, hein, l'altérité des entités phénoménales et du principe. En dixième, les phénomènes qui sont le principe en entier diffèrent toujours en tant que phénomènes du principe, puisqu'on les perçoit comme ayant des phénomènes, enfin comme ayant des caractéristiques propres, comme diffèrent les signes et la nature principielle, et ce qui est dépendant est du support. C'est pourquoi, bien que les phénomènes soient en eux-mêmes le principe en entier, leurs signes différentiels restent tels qu'ils sont. On va éviter toujours cette problématique hein, de je pars de cette tasse, je l'amène à je la réduis à la vacuité, et j'oublie qu'en fait il y a une tasse. Mais il y a une tasse, elle existe, elle a une existence. De même, les vagues qui sont toutes hautes restent néanmoins toujours différentes de celles-ci, dans leur signe différentiel, dans le fait que ce sont des vagues. C'est parce que le principe du mouvement est différent de celui de l'humidité. Et donc les 10 principes, pour y conclure, les 10 principes que nous venons d'énoncer ressortissent tous à la loi de la coproduction conditionnée. Et donc voilà les 10 principes qu'il a du coup évoqués ici, hein, qui sont du coup, si je vous les remets hop, pour résumer ces 10 principes qu'on a vus sur les 2 sessions. Donc il y a la coextension du principe au phénomène et l'extension des phénomènes au principe, c'est-à-dire qu'on part de la vacuité, on arrive au phénomène, on part des phénomènes, on arrive à la vacuité. On a ensuite, en 3, il est où le 3 voilà. L'établissement des phénomènes au moyen du principe, donc le fait que, eh bien, en partant de la vacuité, on peut arriver à définir les principes. À l'inverse, la manifestation du principe au moyen des phénomènes, hein, donc le fait que la tasse existe sur la base de la vacuité, l'oblitération des phénomènes par le principe, quand on regarde la tasse, on ne voit plus la vacuité, l'occultation du principe par les phénomènes, à l'inverse, enfin c'était l'inverse, du coup quand on regarde la vacuité, on ne voit pas la tasse, et quand on regarde la tasse, on ne voit pas la vacuité, l'un et l'autre permettent de s'obstruer d'une certaine façon. L'indissociation du principe authentique et des phénomènes, les phénomènes ne sont rien que la vacuité, l'altération du principe et du coup l'indissociation des entités phénoménales et du principe. Donc les phénomènes ne sont rien que la vacuité n'est rien que le principe, et ensuite il y a l'altérité de l'un et de l'autre. Ils ne sont pas toujours égaux. Voilà. Donc ce sont ces 10 éléments qui permettent de mieux comprendre cette relation entre le principe, qui est la vacuité, et les phénomènes physiques. Et Ponine qui dit: «Tu m'étonnes que le Kegon est moins populaire, on se fait tellement chauffer les cerveaux à 9h, à 9h du sbar». J'espère du moins qu'il y avait des croissants et du café dans les temples Kegon. Ouais, c'est clair. Je pense qu'ils tournaient au thé, comme des gros dingos, ça. Ah bah, d'ailleurs, oui, pour la petite anecdote, hein, Myoé, heu, fait partie du coup, bah, dans son temple se trouve a priori, le plus vieux champ de thé du Japon. Voilà, donc ça carburait ça carburait à la théine à défaut de caféine, quoi. Fallait se maintenir éveillé, fallait faire tourner les cerveaux, quoi. On fait chauffer les cerveaux, quoi. Voilà.
Et c'est intéressant, hein, ce principe de vacuité. J'espère que ça vous, fait un petit peu réfléchir à tout ça, vous change ça le but, c'est aussi, voilà, de voir le monde d'une façon un petit peu différente, heu, tout en restant, à mon sens, le principe de la vacuité, le point important et qui est intéressant par rapport à ce principe-là, c'est qu'à nouveau, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la logique. Il y a rien dans le principe de la vacuité qui est aberrant ou qui ne serait pas facilement démontrable, en fait. C'est quelque chose de s qui paraît d'un côté, ça paraît très simple, de l'autre, c'est très complexe. C'est simple dans le sens où n'importe qui, peut comprendre, heu, que c'est entre guillemets «vrai», je veux dire, que cette tasse n'est pas née toute seule, elle n'est pas apparue ex nihilo, elle n'a pas popé dans l'existence comme on pensait à une époque, que que des êtres pouvaient apparaître spontanément, hein. Typiquement, que si tu laissais pourrir quelque chose sous vide, heu, des bêtes allaient apparaître spontanément. C'est il y a un moment, à une époque, on croyait ça, hein. Donc là, on sait très bien, nous, en tant que personnes un peu plus modernes, que effectivement, heu, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein, d'une certaine façon. Donc ça nous paraît cette logique de la vacuité nous paraît très cohérente par rapport à la vision scientifique qu'on a actuellement du monde. Mais il n'empêche que je dis ça donc c'est le côté simple de la vacuité. Le côté complexe, c'est derrière d'arriver à l'appliquer concrètement. Parce que on vit dans un monde qui est caractérisé par la dualité, la séparation de nous-mêmes avec les autres êtres et de nous-mêmes avec les différents objets, qu'on va tous, d'une certaine façon, caractériser ou croire erronément, comme étant pourvus d'une essence propre. Et c'est là que du coup le travail sur la vacuité peut être à nouveau intéressant. Donc c'est à la fois simple, mais c'est complexe. Et c'est aussi complexe dans le sens où, effectivement, faire ce travail réel, heu, intellectuellement, c'est demandeur. C'est très demandeur et en plus, arriver à le comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais arriver à le comprendre au niveau d'une façon beaucoup plus instinctive, c'est autre chose. C'est aussi complexe. Voilà pour ce petit live. À nouveau, je suis désolé de ne pas avoir pu mettre ma caméra du dessus. J'ai ce bug de port USB là qui est un petit peu ennuyant. Il va falloir que je pense que je me rachète un bidule USB là, ça va pas trop. Voilà et ce qui va être intéressant, c'est la partie d'après, c'est il va discuter en fait le concept d'interpénétration totale et là, on va discuter de quelque chose de plus complexe, si c'était pas assez complexe maintenant. Et c'est cette idée qui est très radicale et très intéressante dans le Kegon, en faisant cette analyse du principe et des phénomènes, on va arriver à l'idée qui est assez pas si complexe de l'imbloquance du principe. Le fait, on l'avait vu, hein, que la vacuité peut se trouver aussi bien que dans un livre, que c'est imbloquant. Mais ils vont arriver à cette logique finale de l'imbloquance des phénomènes entre eux. Les phénomènes ne se bloquent pas. Et là, par contre, là, ça devient plus bizarre. Donc on parlera ça de la prochaine fois, en espérant que d'ici là, j'ai pu résoudre mon petit problème de caméra. Voilà. Et Pony qui dit: «Je suis persuadé que certaines personnes l'ont plus intégré sans le comprendre intellectuellement que d'autres qui ont analysé intellectuellement le principe sans en tirer des conséquences éthiques que ça implique». Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord aussi, ouais, je pense aussi, ouais. C'est ça. En fait, une personne qui serait capable de se rendre compte que, juste instinctivement, tous les êtres sont reliés les uns aux autres, que chacun est en perpétuel changement en fonction des causes et des conditions, qui arriverait à le sentir vraiment d'un point de vue, vraiment enfin, presque instinctif, cette personne aura fait plus de progrès qu'une personne qui, a bien saisi le concept de vacuité, mais qui ne l'applique jamais. C'est entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec ça. Voilà. Je sais pas si on a perdu Madame Adadandan au passage. C'était intéressant les discussions, hein. J'ai amené aussi, différents éléments de discussion en fonction, bah, justement de ce amenait Madame Adadandan parce que c'est intéressant comme discussion. À nouveau, hein, c'est pas du tout, j'ai pas voulu aller contre lui ou quoi que ce soit, mais mon but, c'est de présenter vraiment le principe de la vacuité tel qu'il est compris dans le bouddhisme avec
ma compréhension limitée des choses, hein, j'ai pas non plus vocation à dire que tout ce que je dis est correct et vrai, je suis pas un maître, et à nouveau le principe de vacuité dans le Jodo Shinshu n'est pas un principe sur lequel on va vraiment travailler. On va estimer qu'au contraire, ça dépasse notre compréhension en tant que gugus normaux. Hem, mais là, voilà, comme on discute de philosophie bouddhiste, j'essaie de vous amener au plus proche de ce que j'en ai compris. Voilà. Et Ponine qui dit: «Je suis évaporé». Ah bah, Dan, il est évaporé. Non, il a rejoint la vacuité. Et Ponine qui dit: «On rejoint l'idée des myokonins vis-à-vis de la vacuité dans le Chan et le Zen. Beaucoup d'histoires de disciples qui paraissent simplées, c'est ça, mais qui sont plus sages que ceux qui philosophent dans le vent». Tout à fait, parce qu'ils ont vraiment compris au plus profond d'eux ces principes, même s'ils sont pas forcément capables, au niveau intellectuel, de mettre les mots complexes qui vont dessus. En fait, ils ont compris ça. Ils l'ont compris plus profondément qu'une personne qui serait capable d'avoir des beaux discours à ce sujet-là, d'en discuter pendant des heures et des heures, avec les bons mots philosophiques qui vont bien. Ouais. On est entièrement d'accord. Entièrement d'accord.